La lutte contre la drépanocytose, l'un des sujets au cœur des débats de cette deuxième journée de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Considérée comme la maladie génétique la plus répandue en Afrique et dans le monde, la drépanocytose touche plus de 330 000 nouveau-nés, dont les 2 tiers vivent en Afrique. Bien que le nombre de victimes qu'elle occasionne se veut conséquent, la maladie reste néanmoins encore méconnue de millions d'Africains. Même si elle est aujourd'hui considérée comme un véritable problème de santé publique par la majorité des organisations internationales de santé, la drépanocytose reste malheureusement absente des grands programmes d'aide internationaux. C'est donc face aux besoins criards qu'occasionne la maladie et dans le but d'amener les États africains à une union d'action face au mal et aussi pour multiplier les initiatives pour une meilleure sensibilisation des populations cibles que ces différents éminents experts en santé publique ont bien voulu se pencher sur la thématique. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la future campagne régionale contre la drépanocytose. La drépanocytose, en l'occurrence, est une maladie quelque part négligée. Elle appartient au groupe des maladies non transmissibles, mais les pays ne prennent pas les mesures qu'il faut pour lutter efficacement contre cette maladie. Elle fait partie des maladies prises en compte dans la stratégie PEN+, mais au-delà de cette stratégie, il fallait qu'on organise une campagne de sensibilisation. Et on voudrait que cette campagne de sensibilisation continue et que les pays se l'approprient, que les médias, donc vous l'appropriez. Et nous sommes là pour vous aider. On va très bientôt disséminer les termes de référence de cette campagne avec le thème qui devra être utilisé au moins pendant 1 an. Nous prévoyons aussi de mettre en place des mécanismes de suivi et évaluation de cette campagne. Ces mécanismes seront annuels avec des indicateurs pour voir un peu comment on avance, comment nous progressons dans la mise en œuvre de cette campagne régionale. Conscientes également des dangers que représente la drépanocytose, les autorités togolaises ont mis en place plusieurs mécanismes afin de faire face à la maladie, ceci tout en tenant compte des réelles difficultés qu'elle impose. Au Togo, 16% de la population est porteur du gène de la maladie. Et la maladie touche essentiellement des personnes à hauteur de 4%, c'est-à-dire les gens qui ont les formes symptomatiques de la maladie. Il a été créé pour un meilleur contrôle de cette pathologie le Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires, qui est un cadre qui permet d'offrir des soins appropriés aux personnes qui sont affectées par cette maladie. De temps en temps, nous organisons des activités de sensibilisation et de dépistage à l'endroit des jeunes. Il y a des partenariats qui se nouent pour améliorer la prise en charge de cette pathologie dans notre pays. Mutualiser davantage les efforts en vue d'une meilleure riposte contre la drépanocytose, c'est surtout l'ambition des dirigeants du pays. Pour cela, d'autres projets sont prévus pour non seulement permettre une meilleure sensibilisation des populations, mais également pour assurer une meilleure prise en charge des sujets malades. Il est prévu essentiellement 2 grands projets. Le premier projet, c'est de pouvoir faire un dépistage de masse à l'endroit de la population pour avoir une cartographie de la drépanocytose dans notre pays. Il y a le deuxième projet qui consiste à décentraliser l'offre de soins. La drépanocytose, pour rappel, est une maladie génétique qui affecte l'hémoglobine des globules rouges et se manifeste par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. Si les traitements actuels ont permis d'augmenter grandement l'espérance de vie des patients affectés, il reste encore limité. Même si pour le moment, aucun vaccin contre la maladie n'existe, des recherches sont néanmoins en cours afin de mettre en place de meilleurs dispositifs de traitement. L'apparition de la pandémie au Covid-19 a mis à nu les réalités du système sanitaire dans la plupart des pays africains. Des leçons ont été tirées de la gestion de cette pandémie et il urge de se préparer et réunir des moyens adéquats pour d'éventuelles crises sanitaires. C'était l'un des sujets de débat au cours de ce panel organisé dans le cadre de la 72e session du comité régional de l'OMS Afrique. Au menu de cette rencontre, des partages d'expériences des différents pays dans la gestion du Covid-19. L'implication des communautés dans la surveillance et la riposte de la pandémie au Togo a été mise en exergue. Elles ont été formées à travers les agents de santé communautaire pour repérer les cas suspects de Covid, leur isolement, leur accompagnement et leur prise en charge jusqu'à leur guérison. Ces communautés-là ont également été sensibilisées à la
promotion de la santé, aux bons gestes. Nous avons pu entendre parler jusqu'à aujourd'hui des gestes barrières pour que cela rentre dans nos pratiques. Ces communautés ont également un rôle central à jouer dans la prévention de tout ce qui est des maladies infectieuses, des maladies transmissibles, dont la Covid, et donc dans la prévention des pandémies à venir. Et donc tout cela a contribué à ce que le système de santé au Togo se renforce, implique davantage les acteurs communautaires pour que la population puisse réellement contribuer à l'atteinte des objectifs en termes de couverture sanitaire universelle. Les autorités de chaque pays se sont mobilisées pour protéger au mieux leur population. Les stratégies de lutte du Sénégal ont été aussi dévoilées au cours de ce panel d'échange par la ministre sénégalaise de la Santé. Au Sénégal, nous avons eu la chance d'avoir ce qu'on appelle le Comité national de gestion des épidémies, ce qui nous a permis très tôt d'avoir des stratégies sûres en termes donc de réduction au maximum de la transmission par des stratégies de confinement, et ces stratégies de confinement naturellement ont pu perturber tout ce qui est système économique et social. Et aujourd'hui, c'est pourquoi le président de la République, son Excellence, est monté donc sur une cellule de crise multisectorielle pour vraiment aller sur un plan d'investissement et un plan de redressement économique et de près de 1000 milliards, ce qui a permis à tous les autres secteurs de se mettre à niveau, mais particulièrement au secteur de la santé, de davantage se préparer en mettant en place des structures sanitaires et sociales en termes de prise en charge dans les centres de traitement épidémique, mais surtout en termes de diagnostic. Et également, il y a eu un renforcement du personnel et une formation continue de ce personnel par rapport à cette crise, et sans oublier donc la digitalisation. Et particulièrement, nous avons également un plan d'investissement de 2000 à 2024 qui nous permet aujourd'hui, malgré donc la baisse relative des cas de Covid, de continuer donc sur le même processus. Le renforcement du système sanitaire reste le principal défi à relever pour tous les pays. Ce qui est important dans ces genres de catastrophes, aussi bien naturelles que sanitaires, c'est toujours d'être bien préparé. Parce qu'on en aura sûrement. Vous avez également le phénomène des changements climatiques. Ce qui est important, je le dis très souvent, c'est d'être donc de façon permanente en préparation, d'utiliser le maximum donc, des autres secteurs, sans oublier cette appropriation par les communautés, mais également surtout l'approche une seule santé au Sénégal qu'on connaît très bien. Il est important d'investir dans la santé pendant qu'il n'y a pas une crise ou bien une pandémie, parce que ça nous donne l'occasion de bien planifier, de décider où mettre l'argent pour avoir l'impact nécessaire. Deuxièmement, nous devons avoir des systèmes qui ont la capacité à tous les niveaux, pas seulement au niveau central avec les grands hôpitaux, mais jusqu'au niveau périphérique, jusqu'au niveau communautaire, parce que nous avons appris que c'est là où commence une épidémie et c'est là où l'épidémie est mise fin. Il faut qu'il y ait des institutions qui jouent des rôles clés, comme des centres de santé publique. Le monde est toujours menacé par des maladies infectieuses et transmissibles. Il importe donc de disposer d'un système de santé résilient capable de faire face aux différentes pathologies. Les faux médicaments sont la cause de plusieurs milliers de décès chaque année sur le continent africain, et ce depuis plusieurs décennies. La faiblesse ou l'incohérence des cadres juridiques ainsi que l'absence de réglementation pour des ventes souvent effectuées en ligne ou dans des lieux informels rendent compliquée la lutte contre le fléau. Un trafic qui se nourrit de la faiblesse des systèmes de santé et de la pauvreté des acheteurs. Face à tout ceci, il urge de prendre des mesures idoines afin de contrer le phénomène. Ainsi, après multiples réflexions, l'idée de la mise en place d'une agence africaine du médicament a été nourrie par plusieurs gouvernements africains réunis en 2005 au sommet de l'Union africaine tenu à Abuja. Une initiative dont le but principal était de permettre aux Africains d'accéder à des produits médicaux et à des technologies sanitaires de bonne qualité, sans risque et efficaces. La problématique des faux médicaments est une problématique qui interpelle pas uniquement le continent africain. La plus grande partie de ces faux médicaments ne sont pas fabriqués, nous les importons et nous aussi nous mettons à le faire. On va réglementer cela et voir comment on peut produire et avoir des médicaments de qualité sur le continent africain et aussi en quantité.
Il fallait cette agence. Africa CDC fait un excellent travail. Ils ont pu gérer la pandémie du coronavirus et cette agence viendra compléter justement les efforts de CDC Afrique et également les efforts de nos États membres. Et les États qui produisent des médicaments, on va assister vraiment nos États membres pour essayer dans un premier moment de limiter et également d'éradiquer cette problématique des faux médicaments. 17 ans après l'idée de la mise en place de cette agence, c'est à Lomé au Togo, lors de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, que seront revus les derniers contours avant la mise en place de l'agence. Pour que cela soit concret, des dispositions sont déjà prises. Lorsque la pandémie du coronavirus s'est déclarée, l'Afrique s'est retrouvée confrontée à des difficultés. On n'avait pas le minimum et les pays se sont mobilisés pour qu'on puisse aussi faire face en prenant des mesures dynamiques. Les chefs d'État et de gouvernement ont également eu des stratégies. Et dans le cadre justement de ces stratégies, on a décidé de créer une agence africaine du médicament. Le traité de cette agence a été adopté, c'était d'ailleurs avant la pandémie, parce que la nécessité s'imposait d'avoir une agence qui puisse réglementer la problématique des médicaments au niveau du continent africain. Et aussi, pourquoi pas fabriquer avec le CDC Afrique. Nous avons cette agence qui est entrée en vigueur parce qu'on a eu les ratifications requises pour son entrée en vigueur. On vient de décider du siège qui sera au Rwanda et qu'on puisse créer cette agence pour renforcer nos systèmes législatifs et aussi renforcer les productions de médicaments sur le continent africain. La pandémie du coronavirus a considérablement amplifié le besoin urgent pour l'Union africaine et ses États membres d'investir dans une réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies. Elle a surtout mis en exergue la nécessité de renforcer la diplomatie politique en matière de santé afin de mieux faire face à d'éventuelles crises. Ainsi, la création de cette agence africaine du médicament serait essentielle pour la mise en place de la couverture universelle en santé et pour mieux répondre aux besoins des plus démunis. Des cours de vacances au niveau de certains établissements scolaires. Tout se déroule bien avec une écoute attentive des élèves, comme si on était en pleine rentrée scolaire. Ces cours de vacances sont une initiative de certains responsables d'école. L'objectif est d'occuper ces enfants pour leur permettre de ne pas oublier leur cahier. C'est une manière pour les initiateurs de rendre utiles les vacances. C'est un coup de soutien que nous sommes en train de faire puisque ces cours-là ne sont pas payants. Et bon, les objectifs, c'est mettre les enfants, les élèves dans le bain de la rentrée prochaine. Ce n'est pas seulement les élèves. Ça aide aussi les enseignants à ne pas oublier ou bien à être en contact direct et toujours avec leurs leçons. Les fiches par exemple à préparer et tout, pour qu'à la rentrée ça ne soit pas une nouvelle chose mais que ça soit la continuité de ce qui a été fait l'année passée et bon, les années à venir. C'est une remise à niveau parce que nous constatons qu'en français ça ne va pas, surtout en lecture. Pour les enfants, ça ne va pas. Parce qu'ils ne font rien. Il y a d'autres qui ont déjà même oublié. Donc, c'est juste pour relever le niveau. Et c'est parce qu'il ne s'agit pas de passer tout le temps à jouer. Au moins 3 heures de cours par jour pour relever le niveau. C'est dans ce but que nous avons organisé ça gratuitement. La rentrée, c'est le 19. Alors pour les parents qui ont gardé leur enfant, bon, s'ils ont trouvé des répétiteurs pour essayer de relever leur niveau, c'est bien. Pour les élèves participants, ces cours de remise à niveau leur permettent d'éviter l'ennui, la paresse et de mieux se préparer pour la rentrée prochaine. Je suis venu suivre les cours de vacances car la rentrée proche, ça va me permettre d'avoir déjà une idée de ce que nous allons faire en classe. Je remercie beaucoup les enseignants d'avoir organisé ce cours parce que ça permet beaucoup aux élèves de mieux travailler et de s'améliorer. Je suis venue au cours de vacances
pour suivre les cours, pour ne pas s'amuser beaucoup à la maison et oublier mes leçons. Ces cours se déroulent de 8h à 11h et concernent les matières comme le français, la mathématique, bref, les matières fondamentales. Cependant, les apprenants auront quelques semaines de repos avant la rentrée selon les initiateurs. Effectivement, ils auront un temps pour se reposer. Seulement que nous ne voulons pas que les enfants soient laissés passer tout leur temps à s'amuser. C'est pourquoi on les a pris un peu et vous allez voir que ces cours-là, c'est juste les matinées. Beaucoup, ceux qui sont là se donnent quand même, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, puisque les enseignants aussi ne baissent pas les bras. Ils les disent, on les a donné ce qui est l'importance de ces cours-là. Il suffit que les enfants comprennent. Et accompagné avec les parents qui nous soutiennent, je pense que les enfants aussi font de leur mieux. Soulignons que c'est dans le souci d'aider et d'accompagner les parents que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation technique a décidé de rendre gratuits ces cours de vacances, vivement qu'ils puissent être profitables aux apprenants.